BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Thierry Vignal pour Mastéos. Bonjour Thierry. Bonjour. Beaucoup de questions autour de ce monde immobilier et vous avez décidé de nous saper le moral cette semaine. Pas forcément, pas forcément. En parlant de crack immobilier, vous pensez, enfin d'abord, on rappelle quand même crack, c'est quelque chose de violent, c'est pas juste une petite baisse. Non. Une chute brutale d'un actif. Pas un cracounet, quoi. Non. On pense à la crise de 29 où ça a chuté de moins 25% en une semaine, ou le Dow Jones en 87, c'était moins 22% en un jour. Donc il y a une forme de brutalité, il faut qu'il y ait au moins une baisse à deux chiffres. Bon. Crack ou pas crack? Ouais, c'est ça la thématique de Sachant que... Non, mais c'est pour ça que ça part forcément d'une bonne question qu'on se pose, parce que tout le monde s'interroge quand même sur le sujet. Et d'ailleurs, sur Google, on peut voir les tendances des mots-clés. Le mot-clé crack immobilier a fait x4 au deuxième trimestre. Ah ouais. Donc vraiment, c'est sur toutes les lèvres. Hein. Et pourtant, le marché bouge pas tant que ça. Hein, finalement, on voit pas de baisse significative des prix partout dans le monde. Mais alors c'est ça, moi la question que j'ai envie de me poser, c'est quoi tirer un crack immobilier? Parce que pour le coup, la baisse du volume de transactions, elle, on est sur un simili-crack. Si on regarde les chiffres, la baisse, elle est vertigineuse. On est sur une baisse à deux chiffres. Ouais. Donc effectivement, les prix, eux, corrigent moins. Donc le crack, c'est à partir du moment où les prix s'effondrent, mais pas les transactions, c'est ça? Il n'y a pas de corrélation entre les baisses de volume et les baisses de prix. En 2008, il y a eu moins 32% en un an en baisse de volume. Il y a eu moins 9% en baisse de prix. Bon, voilà, la baisse en volume précède la baisse de prix, mais c'est un crack, c'est vraiment une baisse des prix. Et est-ce que ça va être brutal? Bon, déjà, faut regarder. En France, les prix là, ils sont à plus 2% sur un an. En Belgique, on est à plus 6,5. En Espagne, on est à plus 7,5. Au Portugal, on est à plus 17 sur un an. Déjà un gros crack, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est pas du tout évident. Alors, au UK, moins 1. Il y a que deux pays qui ont subi un mini crack là, autour de nous. Il y a la Suède et l'Allemagne à moins 8,5 chacune. Ok. Et en France, le marché est stable. Il n'y a que les grandes villes où ça avait beaucoup monté qui baissent un peu. On a Paris à moins 5, Lyon à moins 5 aussi, Bordeaux quasiment à moins 5. C'est vraiment concentré de manière assez inégale. Oui, et puis là, on se pose la question de savoir sur ces grandes villes si c'est pas une correction légitime, finalement. Oui, parce que ça avait beaucoup monté. En plus, c'est les centres-villes qui sont le plus affectés. Et ce désamour des grandes villes, il fait aussi apparaître une espèce de revanche des villes moyennes. On a Grenoble qui fait plus 8%, Toulon qui fait plus 6, Nice qui fait plus 6 aussi. Donc c'est très inégal. Et le dernier vrai crack qu'on a eu, il remonte quand même à 1992 à Paris, où on a eu un moins 10%. Bon, ok, mais c'est surtout ce qui s'est ensuite après. Il y a eu moins 31% sur 6 ans. C'était petite chute et ensuite long et pénible sur 6 ans. Et c'est vraiment le seul épisode qu'on a eu, parce qu'en 2009, on a eu moins 9, puis moins 7% sur 5 ans. Donc en fait, c'était stable. Après, c'est vite reparti. Pour le moment, les prix ne s'effondrent pas, mais il est légitime de regarder les arguments qui laissent penser qu'il y aura un crack. Il y en a 3. Le premier, c'est évidemment la baisse de capacité d'emprunt. Les courtiers, CAFPI, Préto parlent de moins 25% de capacité d'emprunt en un an. À partir du moment où les gens ont moins 25% de budget, on peut légitimement penser qu'il y aura un ordre de magnitude similaire sur la baisse. Les taux de crédit en 2013 sont les mêmes qu'aujourd'hui. En 2013, les prix étaient moins 22%. Par rapport à aujourd'hui. C'est pas illégitime de se dire qu'on peut retrouver les prix de 2013, sauf qu'entre-temps, les salaires ont un peu augmenté. Mais le deuxième argument, c'est aussi de dire que le marché immobilier, il réagit avec un temps de retard d'au moins 12 mois. Parce qu'entre le déclencheur macroéconomique, type les taux atteignent 4%, et la prise de conscience par des agents non économiques, enfin en tout cas pas forcément des traders, ça prend 6 mois. Et ensuite, la transaction elle-même prend 6 mois. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est les prix des deals transactés. C'est-à-dire c'est des deals qui ont eu lieu il y a 6 mois. Sur les négos, nous, chez Mastéos, on voit des négos à moins 5, moins 10% quasi systématiques maintenant. Donc, est-ce que ça ne va pas se refléter plus tard? C'est un des grands arguments. Et enfin, troisième argument en faveur d'un mini-crack, c'est l'impact des passoires thermiques. Les passoires thermiques, c'est 15% du marché. Et les gens ne peuvent pas financer leur réno énergétique, c'est factuel. Donc, on peut s'attendre à l'approche des dates butoirs à une vente massive de 15% du marché. Thierry, on a dit beaucoup ça, mais le fait est qu'en réalité, on n'y est pas encore. On ne voit pas d'afflux de passoires thermiques. On en a vu par-ci, par-là, mais en réalité, on n'est pas là-dessus pour l'instant.
On commence vraiment à le voir pour le coup. Là, sur ce loger, ça s'accumule. Les biens G, F qui ne trouvent pas acheteurs. À l'approche des dates butoirs, ça va commencer à vraiment être pricé par les marchés. On va regarder les arguments en faveur d'un atterrissage doux. Il y en a un grand que tout le monde connaît, c'est le fameux déséquilibre entre l'offre et la demande de logement en France. On est en pénurie de logements. Ça vient maintenir artificiellement les prix, surtout que le neuf est en situation catastrophique. Donc les investissements sont un peu redirigés vers l'ancien. Le neuf, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a beaucoup dit, c'est que le fait que dans le neuf, il n'y ait pas de production, ou de moins en moins, que les prix sont de fait toujours orientés à la hausse, avec des conditions d'emprunt compliquées pour les acheteurs, bah, ça fait que, quelque part, de manière artificielle, on a des acheteurs du neuf qui se déplacent vers l'ancien et qui maintiennent finalement la hauteur des prix. Exactement. Ça, c'est un argument. Donc, la pénurie de logement qui vient limiter l'impact des taux. Le deuxième, ça peut être de dire que, en fait, le logement, c'est pas un produit financier. Hein. Dans la pyramide de Maslow, c'est quand même le premier truc avec l'alimentation sur lequel on n'a pas envie de rogner. Et donc, il y a un comportement de marché qui n'est pas celui d'un marché financier rationnel. Et la plupart des transactions sont contraintes. Elles ne sont pas financières. Divorce, enfants, mutation professionnelle, héritage. Il faut aussi savoir qu'il y a 40% des ventes qui se font sans crédit en France. 40%. 40%, ouais. Et donc le crédit, ça concerne surtout les primo-accédants, mais il y a beaucoup de gens qui achètent cash en ayant revendu un bien auparavant. Et le problème, et c'est ça, le principal argument qui dit que les prix vont pas cracher, c'est que personne n'a envie de revendre un bien dans un contexte où non seulement je risque d'encaisser une moins-value, c'est désagréable, mais surtout, j'avais sécurisé un taux à 1%, et là, je vais encaisser ma moins-value et repartir sur un taux à 4 ou 5, jamais de la vie. Surtout que j'ai rien qui me pousse à faire ça. Mais est-ce que c'est... Enfin, moi, j'ai envie de vous poser la question, Thierry, c'est crack ou pas crack? En fait, le sujet, c'est la crise, est-ce qu'elle est là ou pas, en fait? Au-delà même du fait qu'on mette un nom, c'est un peu comme quand on dit, est-ce qu'on a 2 trimestres avec une récession, machin, etc. Il y a l'aspect technique, ok, d'accord. Est-ce que c'est un crack, c'est pas un crack? Bon, pour l'instant, c'est pas un crack, mais le fait est que la crise, elle est là. Est-ce que vous décrivez là, en l'occurrence, ce qui fait que vous parlez d'un atterrissage en douceur? En fait, c'est tout simplement que le marché, il est figé. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux que le marché soit figé plutôt que d'avoir un vrai crack immobilier et puis peut-être derrière nous redonner une bouffée d'oxygène? C'est sûr que nous, les professionnels, on préférait largement une réaction en prix plutôt qu'en volume du marché. Parce que là, on est face à un attentisme des vendeurs qui sont loqués à 1% et qui n'ont pas envie de s'en séparer, encaisser une moins-value et repartir sur un prêt à 5%. Ça n'aurait aucun sens. Ils le feront que quand ils seront dos au mur, quand il y aura une vraie crise économique. Aujourd'hui, le chômage est au plus bas, les salaires sont en hausse avec l'inflation. Donc finalement, on n'est pas dos au mur et donc on peut s'attendre à un attentisme et à une réaction en volume plutôt qu'en prix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de baisse des prix. Il n'y aura certainement pas un crack selon moi, mais on peut s'attendre à une baisse des prix lente et pénible. On dit quand même en général que l'immobilier, c'est une sensibilité de 7-8 au taux. Donc on a déjà pris 4% quasiment sur nos taux européens. Si on multiplie par 7-8, vous voyez où je veux en venir, on va pas tarder à s'approcher du crack quand même, non? Ne serait-ce que quasi mathématiquement. J'avais pas cette règle en tête. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'il y a une forme de crack invisible en termes réels. En nominal, ça c'est flat. En réel, c'est-à-dire par rapport à l'évolution des prix en dehors de l'IMO, on est quand même... Si Paris fait moins 5% et que derrière les prix augmentent de 5%, en fait, en termes réels, Paris fait moins 10%. Et là, on retrouve les chutes de 2008 et de 1992 en termes réels, plutôt que nominal. Donc il y a peut-être un crack invisible qui est masqué par l'inflation et que pour l'instant on ne voit pas parce qu'on raisonne en nominal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un épargnant qui se dit, bon, je ne suis pas complètement dégoûté quand même, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter, on peut quand même s'intéresser justement à ces passoires dans lesquelles, si on est suivi par sa banque, on peut peut-être faire une bonne affaire. Alors sur les passoires, il y a des bonnes affaires à effectuer. Je salue la FNAIM qui sort un nouveau dispositif. Thierry m'en parlait hors antenne, le dispositif n'est pas idiot. En fait, la FNAIM, pour aider justement à faire transacter ces passoires thermiques, sort un dispositif qui est la vente en état futur de rénovation énergétique. Ça, j'adore. Ça veut dire que comme le vendeur, le vendeur, il peut pas financer sa réno énergétique, et il fait porter la charge de financement sur l'acheteur qui va verser séparément le prix des travaux de réno énergétique que lui a la chance de pouvoir adosser à son prêt IMO dans le prêt travaux. Donc il peut financer, il les verse au vendeur. Le vendeur effectue les travaux et ensuite le prix de la vente
est versé. Donc ça se fait en 2 temps et ça fait porter la charge du financement à l'acheteur. Or, le financement, c'est le principal bloqueur du sujet passoire thermique en France. Donc, si on fait un achat en état futur de rénovation énergétique, on peut négocier un beau discount et... Oui, parce que surtout ça permet, et puis c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que ça permet d'identifier les travaux nécessaires et donc effectivement d'obtenir une juste décote. Parce que souvent ce qui refroidit les vendeurs, c'est de se dire moi je veux pas subir une trop forte décote, je sais pas vraiment véritablement pour combien mon acheteur en aura de travaux, et inversement ce qui va refroidir l'acheteur c'est de se dire je vais me faire avoir, je vais avoir des travaux incommensurables et puis je vais pas obtenir la décote que je veux. Donc c'est un peu ce que je disais sur l'audit énergétique, alors qu'il ne concerne pas encore toutes les ventes, mais c'est là l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que plus on aura des données, plus on arrivera à identifier précisément les travaux qu'il faut faire, leurs coûts et leur rapport en termes d'économie à la fin pour l'habitant final du logement, plus on arrivera à enclencher justement cette volonté de réno. Après, encore une fois, je sais qu'à chaque fois on en revient là, mais le sujet ça va être quand même le financement et ça va être quand même la disponibilité des artisans, parce que ça reste un vrai sujet. Et oui, en tout cas, tous les moyens sont bons pour faire bouger le marché qui, pour le moment, réagit en volume avec des vendeurs attentistes. Ouais. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Thierry. Thierry Vignal, donc Mastéos. Merci Marie, on se retrouve demain. À demain. Pour